Eh bien, nous sommes de retour en ondes avec notre ami Éric Simard, docteur Éric Simard. Et vous savez, ici à CNV Radio, évidemment, radio numérique, la santé, le domaine de la santé, c'est important pour nous. Puis on a à cœur de souligner les approches qui peuvent avoir un impact réel, mais vraiment réel, pas juste la parlotte, pour la population, surtout quand il est question de repenser le système de santé au Québec. Alors, Éric, on peut en parler tout de suite. De ton côté, toi, tu viens comme professionnel, en fait, pas comme professionnel, mais comme directeur de ton... Oui, comme président de Président, l'Association oui, c'est ça que je voulais dire. professionnelle pour OK. la santé intégrative. Oui. Oui, effectivement, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, en fait, je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai été pendant plus de 10 ans le président du comité consultatif du Conseil national de recherche. Je suis encore aujourd'hui un membre nommé de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. OK. Et dernièrement, justement, j'ai pris la présidence d'une nouvelle association qui est l'Association professionnelle pour la santé intégrative, qui regroupe déjà plus de 200 membres, 19 professions différentes, qui vise donc à faire avancer le domaine de la santé intégrative, particulièrement au Québec, mais on a aussi des membres qui viennent de l'Europe. Et, et en fait, Daniel, pour situer un peu aussi ce qu'on fait, ce qu'on va parler ce matin de la question de repenser le système de santé. Moi-même, quand j'étais au doctorat, en 2000, ça fait déjà plusieurs années de ça. Quand tu étais jeune? Je t'aurais pas dit comme ça. Non. Et, écoute, je me souviens très bien qu'il y a une étude qui avait paru à l'époque qui mentionnait que dans 10 ans, on ne serait plus capable de supporter le système de santé. Ça nous amenait en 2010. Ça m'avait marqué puisque je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à repenser la façon de faire qui nous permettrait de garder quand même la gratuité des soins, l'accessibilité. Puis aujourd'hui, force est de constater là, que s'il y a des domaines dans lesquels on a des listes d'attente de 4 ans, ben, c'est parce qu'on n'est plus capable de supporter le système de santé dans la forme actuelle comme il est là. Ouais. Puis, fait que je pense qu'il y a une autre façon de faire. Puis ce matin, en fait, on a justement Dr Diane avec nous autres qui va nous parler d'une autre approche qui pourrait peut-être permettre justement d'améliorer l'accessibilité puis de réduire les coûts même du système de santé. Fait que, bonjour Dr Diane. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je suis omnipraticienne depuis maintenant 7 ans. J'ai étudié à l'Université Laval à Québec et j'ai commencé ma pratique en Montérégie, sur la rive-sud de Montréal, comme médecin de famille. Et je travaille, en fait, depuis le début de ma carrière aux soins intensifs et je fais aussi un peu de clinique de médecine familiale usuelle pour un médecin de famille sur la rive-sud de Montréal. OK. Donc, je me rappelle pas le moment où j'ai jamais voulu aller en médecine. Là. Tu sais, pour moi, ça a tout le temps été intuitif. Là. J'ai tout le temps eu une passion pour Ouais. la santé puis pour la physiologie aussi qui sous-tend la santé. J'ai commencé ma carrière, comme j'ai mentionné, aux soins intensifs. Donc, c'est courant de voir des états d'instabilité assez importants chez les patients. Et c'est un challenge pour le praticien au chevet du patient de restaurer la physiologie du corps humain pour retrouver l'homéostasie du corps. Hein? Donc, de sortir de l'état de maladie aiguë jusque vers un état de santé puis de stabilité. Et c'est ce qui m'a poussé à reconnaître l'intérêt de retrouver un état de santé chez la population générale qui n'est pas nécessairement dans un état de soins critiques, naturellement. Okay. À force de voir des patients très, très malades aux soins intensifs, souvent issus d'une complication de maladie chronique, je me suis dit, là, c'est assez. Il faut trouver une façon, un peu comme on le fait aux soins intensifs, de restaurer la santé d'une autre façon parce que la prescription de médicaments, ça ne suffit plus. On contrôle une maladie jusqu'à temps qu'il y ait une complication parce que la maladie est toujours là. On ne la guérit pas. Oui, c'est un cercle vicieux, finalement. Exactement. Donc, le but est de comprendre à l'échelle cellulaire comment ça fonctionne, la santé, puis de réussir à faire le reverse engineer en fonction de comment la maladie est implantée, puis de retrouver l'état de physiologie normale du corps pour restaurer la santé. Donc, c'est en quelque sorte de la prévention. Bien, tout à fait. C'est de la prévention en le comprenant à travers les yeux de la science, finalement. OK. Alors, c'est sur cette note-là qu'en 2018 environ, j'ai fondé le Centre Axis, qui est un organisme à but non lucratif, oui. qui se spécialise dans la prise en charge de patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires étant une des causes de décès les plus importantes au Canada, qui affecte énormément de personnes dans la collectivité. Donc, ces gens-là bénéficient d'un programme gratuit de prise en charge multidisciplinaire permettant de réadresser leurs habitudes de vie puis de restaurer un état de santé par le biais de leurs habitudes de vie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé cet organisme-là qui maintenant a évolué beaucoup, puis on en parlera au courant de l'entrevue, là, qui permet de combler un grand besoin dans la collectivité. Donc, ça fait au-delà de 4 ans que ce centre-là existe, environ.
Et là, ben, est-ce qu'il y a des coûts associés à tout ça? Parce qu'on dit toujours que le système de santé, ça coûte cher. Les médecins nous coûtent cher aussi. Hein? On ne vous vise pas particulièrement, mais ça doit prendre évidemment des sous pour accompagner ces gens-là pour faire en sorte qu'ils puissent recouvrer la santé et faire de la prévention aussi. Tout à fait. En fait, ça coûte, je vous dirais, pour un accompagnement de patients là, de 3 à 6 mois. Là, on fait un programme de prise en charge de 3 mois actuellement, mais on aimerait étendre ça à peu près 6 mois. On parle de entre 1 500 à 2 500 $ par patient pour une prise en charge qui inclut la nutritionniste, le kinésiologue, la travailleuse sociale, le coaching santé, le pharmacien, une professeure de yoga, de méditation qui va adresser la sphère de gestion du stress, etc. Donc, pendant 6 mois de temps, accompagner quelqu'un pour l'aider à améliorer ses habitudes de vie, ça coûte à peu près ça. Puis juste à titre de comparatif, une journée d'hospitalisation dans le réseau de la santé, ça coûte ça. Alors, oui, pour moi, une journée seulement? Aux soins intensifs, on parle de, tu sais, si c'est un patient dans un état critique, là, c'est plusieurs milliers de dollars, 5 000, 7 000 facilement. Un petit peu moins quand c'est sur les étages, mais on tourne autour de ces eaux-là. Donc, imaginez l'importance de l'économie qu'on va atteindre juste avec une prise en charge de plusieurs mois qui permet à un individu de changer des habitudes de vie qui pourrait le faire décompenser sur plein de plans puis nécessiter une hospitalisation éventuellement, ou même juste augmenter sa capacité cardiovasculaire qui permet, puis qui est bien documenté dans la littérature, de repousser le décès cardiovasculaire puis d'augmenter la fonctionnalité puis le bien-être au quotidien. Donc, évidemment, ces gens-là ne deviennent plus dépendants du système de la santé grâce à ça. Donc, l'économie, elle est substantielle. Quand on parle de prévention, on parle souvent de... Il y a plusieurs données, là, mais 1 $ investi en prévention vient nous en épargner 4 à 6. Nous, notre programme, on l'a quantifié, on l'a mesuré. 1 $ investi équivaut à peu près 3 à 4 $ économisés pour le système. Alors, on pense que... Oui, tout à fait. Puis ici, Daniel, on touche un point extrêmement important. C'est qu'est-ce que la population veut en tant que telle. Parce que, outre parler de la question d'argent, c'est le fun de parler de l'argent. Hein? Les gens, comment ça coûte, comment ça va coûter, on sera capable de sauver. Ah oui, c'est intéressant. Ça va. Mais de l'autre côté, c'est qu'on parle de garder la population en santé aussi. Fait qu'avant tout, justement, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut, en fait, du système de santé actuel. Malheureusement, le système de santé actuel rend mal service à quelque part parce qu'on fait juste le pompier. Puis on ne peut pas avoir un système qui fait juste le pompier. Il faut se soucier justement de garder les gens en santé, de faire réellement de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, exact. Qui en parle, en fait, actuellement? Personne n'en parle. Le système n'est pas fait pour faire de la prévention. Donc, il faut essayer de ramener, en fait, la vision sur le fait de garder les gens en santé puis leur permettre de profiter de la vie. Ce qu'on voudrait dans la population, c'est pas garder les gens vieux et malades plus longtemps. C'est de permettre aux gens, justement, de profiter de la vie le plus longtemps possible, puis même d'arriver à un âge avancé en étant capable de jouer avec les petits-enfants, en étant encore capable de voyager, en étant capable de s'occuper eux autres mêmes aussi de leur maison. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble. Mon arrière-grand-mère à moi s'est occupée de sa maison. Elle était seule, elle était veuve jusqu'à 92 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, mais on voudrait tout faire ça. Moi, c'est ça que je veux, moi. On veut axer tout ça sur la prévention, mais là, on a l'impression que dans le système de santé, on fait juste patcher les trous. Oui, mais pour réussir à le faire, il faut réussir à voir les choses différemment. Et c'est là que c'est un peu plus difficile, en fait, parce qu'à force, comme on dit souvent, en fait, à force d'être dans la forêt, on voit que les arbres, mais il faut réussir à avoir un regard externe, puis penser les choses différemment, regarder un peu dans l'autre sens, comment est-ce qu'on peut y arriver, comment est-ce qu'on peut réussir à amener les gens à reprendre leur santé en main. Mais là, votre centre Axis contribue exactement à ça. Est-ce qu'il va y avoir d'autres centres comme ça qui vont voir le jour? Est-ce que le bon gouvernement va vous aider? Bien, on l'espère. En fait, pour l'instant, le financement de notre organisme à but non lucratif est un enjeu important. Puis c'est ça pourquoi on veut mobiliser la population, à se conscientiser à notre cause, dans le but de pouvoir expandre un peu notre vision. Parce que je vous dirais que le système de la santé actuellement, avec son approche patriarcale, où le médecin a toujours raison, puis impose un peu la thérapie aux patients, où le patient n'a pas trop son mot à dire. Évidemment, j'exagère dans certains cas. Là, il y a une réalité qui est très atténuée à travers tout ça, mais à mon avis, ça n'a plus sa place dans la santé. Le but est de reconnaître le patient comme l'acteur principal au sein de sa santé, avec ses valeurs, ses préférences, avec un accès à un plateau qui permet l'approche intégrative. C'est de cette façon-là que le patient, en faisant ses propres choix, va se sentir mobilisé, va se sentir engagé dans son processus de santé. C'est pas nécessairement en
en assumant des décisions d'un corps médical qui lui est imposé en ne comprenant pas nécessairement la pertinence de tout ça. Alors, on cherche à permettre au Centre Axis d'être un beau vaisseau pour véhiculer cette idée-là. Ouais. L'objectif, ce serait de déployer un beau projet pilote qu'on a commencé depuis quelques années déjà avec des clientèles cibles élargies, donc, et de consigner des données sur la base de projets de recherche pour vraiment bien consigner, bien calculer quel est l'impact réel de chaque intervention en prévention sur les coûts économisés, sur le pronostic de patients, sur la mortalité, sur les comorbidités, puis ensuite convaincre l'État de nous permettre disons, dupliquer ce modèle-là à l'échelle provinciale. Parce qu'on y croit vraiment, puis on pense qu'il faut flipper le système de santé de bord, là, littéralement, en changeant notre vision, puis en débarquant du piédestal de médecine patriarcale, puis vraiment en venant se positionner auprès du patient comme guide, définitivement. Donc, il faut revamper le système de santé, oui, tout simple que ça. Oui, puis en même temps, en fait, c'est facile de considérer et de penser que les gens de la population vont adorer la chose. C'est que, tu sais, c'est stressant pour une personne de remettre sa santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Tandis que s'il est confiant, qu'il est capable lui-même d'agir, en fait, ça va baisser le stress, ça va le motiver, en fait, à changer ses habitudes. C'est moins compliqué qu'on pense. C'est faisable, en fait, hein, de changer les habitudes de vie. C'est moins compliqué qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ce qu'il faut, cependant, c'est avoir une structure pour les accompagner, leur donner des trucs, les conseiller. C'est pour ça qu'avec l'association, justement, on veut supporter la démarche du Centre Axis dans le but éventuellement de pouvoir s'en servir aussi pour documenter les besoins, autant au niveau de la compréhension de la population, mais les besoins aussi au niveau des professionnels. Parce que de la même façon, en fait, les professionnels vont se questionner, ils vont dire « Ah oui, on est capable de faire différemment. Comment vous vous y prenez? Quels résultats ça donne? » Donc, dans la démarche, il faut justement, c'est un ensemble, c'est une vision, en fait, aussi, dans laquelle il faut aller documenter. Tantôt, on parlait de l'économie pour le système, il y en a beaucoup. Donc, il faut aller documenter tout ça, il faut mettre ça sur papier, il faut bien le structurer. Et c'est, en fait, ce que ça vise, ce qu'on vise de faire, justement, avec le Centre Axis, dans le but, justement, d'amener à la fois le bénéfice pour la population puis pour les professionnels. Alors là, les prochaines étapes pour le Centre Axis, au cours des prochains mois, là, ça va ressembler à quoi? En fait, on a évidemment besoin de solidifier les sources de financement qui vont vers nous pour qu'on puisse continuer à offrir des services. L'objectif, pour ma part, ce serait de continuer à offrir un certain bundle de services gratuitement à la population qui en a le plus besoin. Et éventuellement, on veut développer des axes de prise en charge, par exemple l'implantation de l'approche de coaching santé avec notre spécialiste Elena Bureau qui a développé ça au Québec, qui est capable de nous aider à travers l'implantation de cette approche-là pour avoir un meilleur niveau d'efficacité de nos interventions dans le changement des habitudes de vie. On aimerait aussi ouvrir nos clientèles cibles. Je vous ai parlé de la maladie cardiovasculaire étant les principaux patients qui bénéficient des services. On pense que la maladie cardiovasculaire est très importante, mais il y a aussi d'autres maladies chroniques aussi qui embourbent le système, le surpoids, l'obésité, l'hypertension, la maladie chronique qui concerne la douleur chronique, la fatigue chronique, la fibromyalgie, par exemple, où souvent on voit que les habitudes de vie ont un impact ou sont déficientes puis causent véritablement la symptomatologie qu'on peut voir. Donc, moi, je pense que les services pourraient être vraiment bénéfiques pour ces populations-là aussi. Donc, il s'agit d'obtenir le financement nécessaire pour être capable d'octroyer ces services-là à la population et dupliquer le modèle qui est actuellement bien présent en Montérégie, un peu ailleurs au Québec. On est une clinique presque majoritairement virtuelle, mis à part des évaluations en kinésiologie qui se font sur place. Alors, on est quand même capable d'avoir une portée très importante à l'échelle régionale, même provinciale, aux besoins. Là. Donc, les prochaines étapes seront vraiment vers l'implantation d'un modèle de prévention qui sort de l'ordinaire puis qui va au-delà du dépistage précoce de la maladie, mais qui adresse véritablement un facteur de risque pour renverser la maladie puis atteindre un état de santé. Ah, j'aime ça. Qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir aussi. Hein? Oui, puis ce qui est important de comprendre aussi, Daniel, c'est que ça s'est fait ailleurs. Ailleurs dans le monde aussi, on en a des centres qui ont pris cette orientation-là. On a même des grandes écoles américaines qui enseignent dans le domaine depuis 30 ans. Donc, on est en retard au Québec, en fait, par rapport à cette approche-là. Et il faut accepter, justement, d'avoir une certaine ouverture pour faire la démonstration ici, justement, puis montrer la valeur que ça a, de façon à être capable de cheminer, puis par la suite de l'étendre à d'autres centres, en ouvrir d'autres, en fait, qui vont appliquer l'approche aussi. Donc, dans le fond, c'est un début. C'est un début autant sur le type de maladie, de problématique qui est traitée, ou ce que, éventuellement, comme Dr. Dionne le disait, on pourra considérer d'autres types de maladies, d'autres types de problématiques de santé, puis éventuellement même les besoins de la population de façon générale.
Mais c'est un début aussi au niveau de point de vue géographique pour pouvoir le réaliser par la suite à plus grande échelle au Québec. Bien, on vous souhaite beaucoup de succès avec cette approche-là qui va nous permettre de mieux vivre carrément et de bien vieillir. Et on vous souhaite bien évidemment le succès avec votre centre Axis. Alors, on va suivre ça de près. Dr. Simard, Dr. Dionne, merci beaucoup de votre présence à notre antenne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.